de TV Liberté, bonjour. Nous filons au cinéma avec Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Anne. Et nous avons une jolie moisson de bons films. Au revoir là-haut et The Square. Absolument. Nous en avons vu quelques autres, mais ce sont les meilleurs films. Vous en avez vu quelques autres. Du moment qu'il faut voir absolument. Vous êtes un Stakhanovitz du cinéma. Vous savez, je mouille la chemise pour l'émission. Vous pouvez m'envoyer des lettres de fans vous êtes parfait. Remplis d'admiration et de chocolat. On peut commencer peut-être par Au revoir là-haut, qui en plus est le film qui est en image à l'écran et qui est très clairement un excellent film. Alors, qui est tiré d'un roman qui a eu le prix Goncourt en 2013. De Pierre Lemaitre. De Pierre Lemaitre. Que vous trouvez en livre de poche. Absolument, qui a été d'ailleurs tiré à plus de 450 000 exemplaires, ce qui est quand même un indicateur de qualité. Alors, le film, à mon avis, retrace assez bien le roman, en tout cas ce que j'ai lu du roman. C'est-à-dire qu'on est à cheval entre un film à contexte historique, en l'occurrence la Première Guerre mondiale, mais avec un côté à la fois, je dirais, à la fois foutraque, à la fois satirique, à la fois onirique. Il y a un moment où ça décroche un petit peu, mais avec beaucoup de talent. Alors l'histoire, c'est deux amis qui participent au dernier assaut de la guerre de 14, juste avant l'armistice, assaut qui est commandé par un salopard, il faut quand même appeler les choses par leur nom, qui est joué par un grand acteur de la comédie française, Laurent Lafitte, qui joue souvent les rôles de méchants, qui éprouve un plaisir à faire le mal. Absolument. Et tout le long du film, il fera le mal. C'est le méchant. C'est le méchant. Et eh bien, ces deux amis vont être frappés de plein fouet. Le premier, Dupontel, puisqu'il s'agit de Dupontel et un autre artiste moins connu. Et qui est celui qui a fait le film? C'est Dupontel C'est Dupontel, le réalisateur. Les deux amis, donc l'un sauve l'autre. Absolument. Qui va être enfoui, qui est enterré vivant, et il va être sauvé in extremis. Mais la seconde d'après, c'est le héros qui a sauvé qui va être lui-même touché. Et là, il n'y aura pas de rémission puisqu'il a tout le bas du visage emporté. C'est une gueule cassée. C'est une gueule cassée. Et de là va naître en fait toute l'intrigue du film, qui à la fois comment on va réparer cet homme-là, donc il va commencer à porter des masques de plus en plus fantaisistes, dont on voit. Alors les masques, il faut en parler parce que c'est. Et en même temps, peut-être pour terminer juste l'intrigue, ces deux hommes vont avoir une idée brillante qui consiste à trouver une idée business, en l'occurrence une escroquerie. Une escroquerie aux communes. Vous savez que juste après la guerre, toutes les communes se mettent à faire des monuments aux morts pour célébrer évidemment leur mort. C'est le sujet de La vie et rien d'autre, de Tavernier. Absolument. Et du coup, eux décident de monter une escroquerie en vendant aux communes des monuments aux morts qu'ils ne livrent absolument jamais. Donc ils dessinent, parce qu'ils dessinent remarquablement. Absolument. Donc voilà, il y a cette notion d'escroquerie qui ajoute un petit côté fantaisiste clairement au film et qui nous fait sortir totalement d'une histoire qui aurait pu arriver. Et donc ensuite, on arrive sur ce personnage effectivement très onirique avec ses masques, ses talents de dessinateur qui sont tout à fait Et puis, troisième personnage, cette petite orpheline de guerre qui va vivre avec eux et qui va faire le lien entre eux puisque elle comprend ce que dit la gueule cassée alors qu'il ne peut même plus s'exprimer, sa voix est abîmée, évidemment. Elle est en fait un peu la traductrice ou l'intermédiaire entre lui et le monde. Alors, c'est une effroyable satire de la guerre, il faut bien le dire. C'est épouvantable. Alors, on ne peut pas dire que ce soit un film complètement pacifiste. C'est un film qui montre les atrocités de ces assauts qui ne menaient à rien, il faut quand même le dire. Oui, hier soir, il y avait sur Arte un très beau film sur Verdun et sur le fort de Vaux. Moi, j'ai trouvé que Au revoir là-haut est un film qui est paradoxalement complètement factice, bien entendu, mais en même temps plein de vérité. C'est-à-dire que les personnages ont tous leur côté sombre et leur côté de lumière, que les salauds sont aussi vraiment des salauds. En l'occurrence, Laurent Lafitte est très bon dans les rôles de méchants. Et Nels Arestrup. Et Nils Arestrup, qui est aussi très bon dans les rôles de méchants. Mais
au-delà de ça, c'est un film que j'ai trouvé plein de fantaisie. Si vous voulez, pour moi, c'est quelque chose qui est un petit peu un mélange. Évidemment, il y a un côté film de guerre avec l'histoire du colonel Chabert, enterré vivant, sauvé, etc. C'est très balsacien. En même temps, une dimension très onirique, un peu à la Cocteau. D'ailleurs, le masque est très Cocteau. Et assez proche par moments de ce qu'était The Grand Budapest Hotel. Vous avez ce film qu'on avait beaucoup aimé. Masque, il faut le dire, masque d'une beauté subjugante. Subjugante jusqu'au le dernier masque qui porte le héros. On n'est pas obligé d'avoir des effets spéciaux en inventant des personnages en 3 dimensions qui montent sur des échasses enflammées pour aller parcourir le monde. Simplement des beaux masques, en fait, on peut faire un film extraordinaire. Et donc voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait un côté à la fois Cocteau, à la fois Grand Budapest Hotel, à la fois Colonel Chabert. Enfin, c'est vraiment une espèce d'ovni, je veux dire, mais qui fonctionne bien, qui fonctionne même très très bien en salle. Et qui, à mon avis, reportera un certain nombre de prix, parce que c'est clairement un très bon film. Le cynisme des puissants, tous ceux des profiteurs de guerre, pour qui rien n'a changé, sauf le niveau de leur compte en banque, et le drame de la paternité, puisque nous ne révélerons rien, mais ce grand dessinateur, son père ne voulait pas qu'il soit dessinateur. Et voilà. Cela, j'ai envie de rappeler aussi le très beau film Le long dimanche de fiançailles, avec cette scène qui m'avait frappée, la prostituée qui va arriver à faire massacrer l'officier qui a envoyé son fiancé à la mort. Ou son mari même d'ailleurs. Son mari. C'est une scène qui est restée pour moi... une scène d'anthologie. Une scène d'anthologie, elle fait tomber la verrière sur le corps de ce type. Mais encore une fois, ce drame de la guerre de 14 est tellement mais tellement encore présent dans nos mémoires. Et tellement toutes les familles ont été massacrées. Et donc, les familles, c'est pas uniquement 60 ans de vie, c'est tous les descendants. Mais bien sûr. C'est tous les descendants. Et les collatéraux. Enfin, objectivement, c'est un film à voir qui pose plein de questions, qui les traite en partie, mais avec à la fois de la finesse, un peu d'humour, beaucoup d'élégance. Beaucoup d'élégance, énormément d'élégance. Et la scène de la jeune femme mariée contre pas son qu'on en cœur. dise trop, mais c'est vraiment un bon film. Et clairement, Albert Dupontel. Alors, certains l'ont critiqué en disant qu'il était un peu en dessous. Je ne suis pas d'accord. Il est remarquable. Remarquable. Et alors, il est aussi un remarquable réalisateur. Il traite toujours de ses rôles sur le destin. Le destin qui est les 3 jours à perdre. Oui, il avait joué aussi dans ce rôle... 9 mois. Absolument. Laurent Lafitte est très bon. Il faut dire qu'encore une fois, il joue très bien les rôles. Pour être très honnête, il faut dire que ceux qui ont lu le livre peuvent être déçus. C'est ce que vient de me dire Martial Bild, qui a lu le livre de Pierre Lemaître. Mais ça, c'est le problème du cinéma personnel que chacun se fait en lisant un livre. Évidemment. Et la confrontation avec la vision onirique d'une autre personne. C'est comme ça de toute façon avec tous les livres. Mais enfin, on peut quand même. Donc, au revoir là-haut. D'accord que c'est un excellent film à voir absolument. The Square de Ruben Östlund, qui est le réalisateur de Snow Therapy. Est-ce que vous avez vu Snow Therapy? Je n'ai pas vu Snow Therapy. Alors, The Square est la Palme d'Or de Cannes. Oui. C'est un film que j'ai trouvé un peu déjanté. Alors nous sommes en Suède, chez un directeur de musée très jeune, branché. Enfin, c'est un lieu d'art contemporain. Un lieu d'art contemporain. Parce qu'en fait, tout le film est une critique acerbe, il faut le dire, sur une satire sociale, sur cette nouvelle société qui fait ses choux gras de l'art contemporain. Voilà. D'ailleurs, le film a été très descendu en flammes dans des tas de supports. Je me suis régalée. Évidemment. Je me suis régalée de les voir. Ils ont été piqués au vif et c'est très drôle. Absolument. Et donc, ce directeur de musée, en fait, va être pris dans une série d'événements qui vont l'amener à porter un regard très acerbe donc sur cet art contemporain. Je ne sais pas si vous voulez en dire un petit peu plus. Oui, alors, le square, donc c'est le carré, sera une installation, l'installation phare de ce musée, et c'est ce carré dans lequel, eh bien, un carré où régnerait la solidarité et l'entraide. C'est beau
comme l'antique et con comme un balai. Donc, parce que c'est une idée. Vous savez qu'en art contemporain, une œuvre d'art, ça n'est pas une œuvre d'art. Par exemple, si vous allez, je vous le dis, hein, amis téléspectateurs, pour éviter que vous passiez pour des andouilles en allant dans une exposition d'art contemporain ou dans une galerie, quand vous arrivez, ne dites pas « cette œuvre est très belle, qu'est-ce que c'est ?» Dites « j'aime beaucoup cette proposition », puisqu'une œuvre n'est pas une œuvre, c'est une proposition, c'est-à-dire une idée. Par exemple, vous voyez un mur, je vais vous raconter cette anecdote, si vous me le permettez, une exposition à la Fondation Ricard, qui est pourtant généralement assez bonne. Oui. On nous annonce 13 œuvres et on n'en voit que 12. Oui. Bon, donc on se demande où est la 13e proposition. Et bien c'est vous. Eh bien non, c'est encore plus subtil, ma chère Anne. En fait, les murs sont tout blancs et au sommet des murs, il y avait une petite ficelle tout au long de l'exposition. Moi, je pensais que c'était un câble électrique ou quelque chose. Eh bien non, cette petite ficelle accrochée tout le long des murs, c'était le fil de l'exposition. Il fallait l'inventer. Il fallait inventer. C'était donc une proposition. Alors, il y a un moment délicieux, enfin, ça devient classique, c'est l'homme d'entretien qui aspire l'un des petits tas de sable qui sont une installation aussi. Et donc, on installe cette œuvre d'art, cette proposition, pour parler le langage de l'art contemporain. Et puis, Anne ? Et puis alors, il y a un grain de sel dans un grain de sable, pardon, dans le scénario, c'est que ce directeur de musée va se faire voler son porte-monnaie et son téléphone en défendant une femme qui s'accroche à lui, Alors, il défend la femme parce que c'est un homme, c'est un bon jeune homme. Là, vous voyez, posture réactionnaire. Il défend la femme, or, c'est cette femme tout à fait blanche, je vous rassure, parce que le vol à la tire, c'est quand même une spécialité des Blancs, notamment en Suède. Je mets des guillemets. C'est cette blanche qui lui a fait les poches et qui lui a pris son portefeuille, évidemment. Son portefeuille. Et alors, sur la proposition d'un de ses amis, qui est un homme qui n'est pas suédois, il va mettre des petits messages de menaces dans les boîtes aux lettres d'un immeuble à la banlieue de la capitale. Et alors là, tout s'enchaîne, tout devient difficile pour lui et tout son monde s'effondre petit à petit. Et alors, c'est l'occasion. Et surtout ses certitudes. Et ses certitudes. Et c'est l'occasion pour le réalisateur de se moquer de beaucoup de choses. Parce qu'il n'y a pas que l'art contemporain. Absolument. Qui est critiqué qui est ridiculisé, il faut bien le dire, mais c'est aussi la vie, la société suédoise, avec son culte de l'autre, sa bien-pensance absolument exacerbée. Et puis, c'est aussi une critique sur ce petit monde bien-pensant, notamment culturel, mais pas seulement, de bien-pensance, d'ouverture, de Et alors les femmes, sa critique des femmes, il y a une scène redoutable. Il accueille chez lui après une soirée de beuverie, donc il ne sait plus très bien ce qu'il fait, mais enfin bon, il fait l'amour avec une journaliste américaine, et les journalistes américaines qui se précipitent sur la capote anglaise après l'acte, et qui veut garder la capote anglaise. Et à ce moment-là, évidemment, seules les femmes peuvent comprendre ce qui se passe à ce moment-là, mais le type, lui, a bien compris. On a l'impression qu'elle va garder les spermatozoïdes pour se faire un bébé quand elle voudra. Elle va les congeler et tout. Et alors là, on est médusé d'horreur du comportement de ces femmes qui déraillent bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais beaucoup aimé Snow Therapy. Snow Therapy, c'était l'histoire d'un couple et d'une petite famille bien bourgeoise, bien nantie, en vacances de neige dans les Alpes. Et l'une des premières scènes, c'est une avalanche arrive. Ils sont installés à la terrasse d'un hôtel dans les hauteurs, dans les alpages, et une avalanche arrive et le gars prend ses gants et je crois et s'en va. En courant, en abandonnant sa famille, sa femme et les enfants. Et alors évidemment, la famille se disloque un peu. Et c'est par petites touches la critique de cet homme qui est un narcissique complet, qui passe son temps à faire marcher ses drones et qui se fout comme de l'an 40 de sa famille. Donc, ce sont des critiques très acerbes, alors c'est un peu long.
C'est un peu oui, lent. alors moi, en soi, pour moi, ça n'est pas un très grand film. En revanche, c'est un film qui fait beaucoup de bien, même s'il est trop long, parce qu'il y a des scènes quand même tout à fait extraordinaires, enfin des choses qu'on voit peu au cinéma. Et surtout, c'est une critique tellement bien sentie d'une partie de la société contemporaine, et notamment de cette des bobos, culturelle, des bobos, bourgeoise bohème, des mécènes, des centres-villes. Des mécènes qui donnent les millions qu'ils n'ont pas gagnés pour subventionner un petit tas de sable. Criant de vérité. Et d'une certaine manière, je dirais que ça fait du bien. Oui, absolument. Voilà. Et puis de voir Télérama râler, pour moi toujours un grand bonheur. Ah bah vous savez que moi j'ai un indicateur en fait. Pour choisir un film, je l'explique, chers téléspectateurs, comme ça vous saurez comment choisir. Donc je regarde en premier lieu l'avis de la presse. Ensuite, je regarde l'avis des spectateurs. Si les spectateurs ont une meilleure note que la presse, c'est que c'est peut-être pas trop mal. Si les spectateurs aiment moins que la presse, c'est que c'est très mauvais. Bon. Surtout si la presse met 4,5 et que les téléspectateurs mettent 2, c'est que c'est nul. Et si dans la presse, Télérama met 5, tandis que l'Action française met 0, vous pouvez être sûr que c'est un bon film. Bon, je schématise. Vous en avez d'autres dans votre panier, cher. Alors j'en ai d'autres qui sont évidemment pas des très grands films, mais que je balaye un petit peu vite pour qu'on puisse, pour ceux qui ont déjà vu ces deux grands films-là, sache quoi choisir. Alors, un film qui me tenait à cœur, qui est Kingsman, le deuxième opus de la série. J'avais beaucoup aimé le premier, qui était à la fois très savoureux, qui renouait avec l'époque un peu années 70, des codes de James Bond. Voilà, le jeune qui va devenir un agent secret, qui devient élégant, qui à la fin arrive à séduire une jeune princesse blonde, très belle. Bon, bref. Avec en plus un terroriste qui était un grand méchant qui voulait détruire tous les humains pour sauver la planète, ce qui à mon avis est un sujet éminemment d'actualité. Sauf que là, malheureusement, donc la grande méchante, puisque c'est une femme, vous savez que les femmes sont toujours les plus grandes méchantes. C'est-à-dire que quand on fait les choses, on les fait très bien, si vous voulez, complètement. C'est ça. Là, elle est marchande de drogue et son rêve, c'est de légaliser le trafic de drogue dans le monde pour pouvoir gagner encore plus d'argent, parce qu'elle trouve que ce n'est pas normal qu'elle, qui soit la plus riche du monde, ne soit pas aussi connue que les Bill Gates et autres, au motif que son argent n'est pas légal. Donc, évidemment, elle essaye de détruire l'humanité, et l'agence des Kingsman, qui, au début du film, va être plus ou moins exterminée, sauf celui qui réussit à se sauver, c'est-à-dire le beau gosse, va fusionner avec ses petits frères américains qui s'appellent Statesman pour se sauver. Alors, le scénario est un peu plus faible. On a encore tout, pour ceux qui n'ont pas vu le premier, à la fois le côté, les costumes, l'ambiance, etc. Néanmoins, c'est quand même un peu plus faible, même un peu faiblard, il faut le dire, en particulier à cause de la dimension très américaine du film, très cliché. Vous voulez parler de Logan Lucky ? Alors, on peut parler de Logan Lucky, qui est un film américain, de l'Amérique profonde. On suit, en fait, deux frères. L'un est une victime, est allé s'engager en Irak sans trop savoir pourquoi. Il s'est fait couper le bras, il est devenu barman. Son frère est plus ou moins handicapé, il a des problèmes de jambes, et il travaille dans un tunnel sous des champs de course qui sont en train d'être refaits. Il se fait virer parce que l'assurance ne permet pas qu'il ait des conditions de travail décentes avec sa jambe. Moyennant quoi, ces deux frères un peu désemparés décident de faire un casse pour aller récupérer de l'argent sur le fameux champ de course. Donc ils font appel à un spécialiste qui est en prison, donc il va falloir faire sortir de prison, qui lui-même met, si j'ose dire, dans la boucle ses deux frères, qui sont plus ou moins débiles. Et donc toute cette petite troupe va monter un casse. Alors évidemment, il y a toute une série d'aventures qui font que ça ne peut pas vraiment marcher et qui vont devoir s'adapter. Et on rit ? On rit, c'est plein d'humour, plein de fantaisie. Donc évidemment, je dévoile un peu l'histoire, ils réussissent, parce que sinon ça ne serait pas drôle. Donc ils réussissent à faire ce casse, c'est plein de fantaisie, c'est un peu un regard sur l'Amérique profonde de ces pauvres petits gars qui ne savent pas tellement quoi faire de leur vie et qui en viennent à faire un casse, mais en même temps qui n'ont pas besoin de tout l'argent volé, donc ils vont en laisser une partie. Donc bref, ce sont des gentils voleurs, il y a de l'humour, un regard un peu acide sur l'Amérique du centre, mais qui est assez savoureux. En fait, dans la catégorie film un peu action, gentillesse, tout à fait savoureux Geostorm et agréable. Alors, Geostorm, c'est un bide
totale. Mais l'idée est très intéressante, parce que l'idée du film, c'est quoi? C'est de dire qu'il y a un réchauffement climatique. Donc vous commencez avec 2 minutes de moraline assénée par une petite fille qui vous explique que nous, les hommes, nous sommes responsables de tous les changements climatiques et nous sommes très méchants, à tel point qu'il y a des tempêtes. Le problème, c'est que c'est le laïus que rapportent tous les enfants. Évidemment. Tous les enfants. Donc, non, mais en soi, c'est très... Puis alors, la leçon de morale assénée par la petite fille, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas... C'est même pas seulement écrit, c'est-à-dire que vous êtes pris et prisonnier par le langage de cette petite fille. Et donc, les humains ont eu une idée brillante qui consiste à mettre en place un réseau satellitaire autour de la Terre qui va gérer la météo. Donc, quand il pleut trop, on arrête la pluie, etc. etc. C'est-à-dire l'homme se prend pour Dieu. Et surprise, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'un méchant veut dérégler la météo mondiale pour détruire le monde et ne sauver que les Américains et leurs amis. Le méchant, c'est évidemment le bras droit du président des États-Unis, parce que sinon ce serait trop évident. Et donc, le type qui a inventé le système va devoir travailler avec son frère et la copine de son frère pour réussir à la fois à sauver le monde, sauver sa station et sauver le président des États-Unis, parce que l'autre voulait évidemment tuer le président, et rétablir les conditions météorologiques. Donc on termine à nouveau par une petite phrase de moraline assénée par la petite fille, et surtout, donc c'est extrêmement dichotomique, donc l'Américain voulait détruire les ennemis des États-Unis, donc il n'y a pas l'Europe. Les ennemis, c'est l'Inde, la Russie. Alors, on voit Hong Kong, mais on devine que c'est la Corée derrière. Enfin, ça, c'est pas très très clair. Le Moyen-Orient. Il y a une scène notamment de tour qui tombe à Dubaï avec un émir dedans qui est un peu perdu. Donc ça, c'est tout à fait révélateur. Donc, vous comprenez en fait la politique étrangère des États-Unis. Donc, c'est dingue comme pour peu de frais, leur cinéma vous avez représente à leur la fois fantasme. l'expression absolue de tous les fantasmes américains, tous les types de langage des films d'action américains, mais sans aucune innovation dans le scénario, c'est-à-dire le coup du président qu'on sauve, la garde du corps qui est blonde. Bref, si vous voulez vraiment voir l'archétype du navet américain bien pensant avec la moraline et le scénario de base, vous pouvez y aller. Vous ne perdrez que 12 €. Et un autre navet, Épouse-moi mon pote, là, il est français. Alors là, si vous voulez, on est même au-delà du navet. On est dans la vulgarité épaisse. C'est-à-dire que c'est de la vulgarité totalement épaisse, caricaturale à souhait. Alors c'est fait par l'équipe qui avait fait Babysitting, Alibi, qui étaient des films un peu potaches, mais assez drôles en réalité. Là, c'est toujours potache, mais c'est plus du tout drôle. Donc c'est l'histoire d'un émigré qui veut chercher une femme pour l'épouser, pour avoir la carte. Pour conserver sa nationalité, pour avoir sa nationalité, se marier. Et il ne trouve aucune femme qui accepte de l'épouser, donc il demande à son meilleur ami de l'épouser, et ils se font passer pour un couple homosexuel. C'est évidemment de très haute volée. Donc je vous passe la scène où on voit le couple. Alors il y a évidemment l'inspecteur qui les surveille, qui les a, si j'ose dire, à l'œil. Donc ils se mettent à surjouer leur rôle. Je vous passe la scène qui est pour moi la plus catastrophique, où on trouve le blond, parce qu'évidemment le blond est celui qui accepte d'être le pote en question qui se marie. Donc le blond se retrouve en tenue SM devant l'inspecteur chargé d'étudier la chose. Alors je ne sais pas s'il faut comprendre que ça signifie que tous les homosexuels sont des pratiquants assidus du sadomasochisme, mais toujours est-il que c'est grossier, pathétique. Moi, je n'ai vu que la bande-annonce, et la bande-annonce m'a dégoûté du film. En fait, la bande-annonce est je ne dirai même pas film. ce que j'ai vu, parce que c'est vraiment indicible, mais faut tout de même qu'ils comprennent qu'il y a des limites, et qu'au-delà des limites, il n'y a plus de bornes. C'est-à-dire que c'est même pas simplement un film qu'à mon avis, on peut se contenter de ne pas voir, c'est même un film à dénoncer, tellement c'est caricatural. Mais la vulgarité, la vulgarité se répand. Oui, mais il peut y avoir de la vulgarité drôle. C'est-à-dire qu'on peut assumer un côté potage. Mais là, ça n'est pas drôle. La vulgarité est toujours très mauvais signe, je vais vous dire. Je suis d'accord. Donc, en clair, on va voir... Au revoir là-haut. Au revoir là-haut et The Square. The Square. Éventuellement, on peut voir Logan Lucky. Il y a d'autres bons films que nous verrons pour la prochaine fois. Mais d'ici là, voyez-les et promis, vous ne regretterez pas les 8 ou 10 ou 15 € qu'on dépense maintenant pour aller au cinéma. Merci beaucoup, Maxime. Au revoir, chers amis de TV Liberté.
Amis de TV Liberté, bonjour. Nous, pour cette rubrique livre, nous recevons ce matin Jean-Claude Rollinat pour un livre sur la Hongrie. La Hongrie, sentinelle de l'Europe. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Publié aux éditions Synthèse Nationale. Vous nous offrez un beau portrait de la Hongrie. Pourquoi est-ce que vous avez cette amitié particulière pour la Hongrie ? Alors, c'est un pays qui a objectivement beaucoup souffert dans l'histoire, et c'est un pays qui a quand même montré ses capacités de résistance et qui s'inscrit dans un esprit national catholique. Pour mémoire, ce pays a subi l'occupation turque, il a subi le joug autrichien, il s'en est relevé puisqu'il y a eu l'instauration de la double monarchie. Et puis, il y a eu surtout, évidemment, la guerre avec les nazis, mais beaucoup plus que cela, c'est l'occupation soviétique. L'occupation soviétique et l'extraordinaire capacité de résistance qu'ont montré les Hongrois, cette volonté incroyable dans l'insurrection de octobre-novembre 1956 à Budapest. Et c'est encore, je pense, dans toutes les mémoires de ceux qui ont été contemporains de l'événement. Moi, je dois dire qu'à l'époque, j'étais un préadolescent et que ça m'a vraiment frappé et beaucoup marqué. Je dirais même que peut-être ça a décidé de mon engagement militant contre le communisme. Alors, ce qui est étonnant, c'est cette fantastique force de résistance qui est incarnée par Viktor Orban aujourd'hui, à ce qu'il faut quand même considérer comme une subversion de l'Europe et une invasion de l'Europe à laquelle Orban a décidé de résister. Comment ? Alors, Viktor Orban, c'est un monsieur qui est dans la cinquantaine, qui était un jeune étudiant anticommuniste, nationaliste, et qui a fondé un parti qui s'appelle la Fidesz, les jeunes démocrates. Alors, ces jeunes démocrates ont un peu vieilli, bien sûr. Et il a participé à toutes les actions militantes contre le successeur du Parti socialiste ouvrier hongrois, puisque lorsque on va pas rentrer dans l'historique politique, parce que ça, c'est pas... Viktor Orban a gagné les élections, voilà. Et il a été confirmé plusieurs fois dans ce choix par le peuple hongrois. Il détient les 3/4 des sièges au Parlement hongrois avec c'est pas un allié, avec un autre parti qui est beaucoup plus à droite que lui, qui s'appelle le Jobbik. Oui. Bien. Et il place la Hongrie, effectivement, il l'inscrit, si vous voulez, dans la civilisation chrétienne. Il défend sa patrie contre l'invasion migratoire qui vient du sud-est. C'est pour ça que je l'appelle la sentinelle. C'est une sentinelle de Schengen qui est aux avant-postes. Il ne fait qu'appliquer ce que Schengen exige des pays qui sont riverains, qui sont extérieurs à l'Europe. Il fait preuve d'une intelligence, parce qu'il répond à l'Europe, il répond aux fonctionnaires européens avec une grande intelligence, mais enfin, nous sommes aux frontières, nous devons défendre ces frontières. C'est aussi le travail de la Pologne. Quand on pense que la Pologne, le 7 octobre, c'est-à-dire le jour de la fête du rosaire, rappelons que le rosaire a été institué pour célébrer la bataille de la victoire de Lépante. Ah, oui. Je crois qu'il faut beaucoup comprendre aujourd'hui les phénomènes de longue durée, les courants souterrains qui animent les peuples. Je crois que nos contemporains ont tendance à vivre d'un événement à l'autre, à sauter comme des puces d'un événement à l'autre, alors qu'en réalité, il faut voir les longs mouvements, les longues tendances qui ne changent pas, qui ne varient pas. Les Hongrois ont résisté toute leur vie. C'est normal, c'est une plaine, vous l'expliquez très bien géographiquement. C'est un peuple de longue mémoire qui vient des steppes limites entre l'Europe orientale et puis les steppes asiatiques. Il y avait un oiseau mythique, ça c'est de la mythologie dans leur histoire, c'est le fameux Turun, et là où cet oiseau qui est un mixte d'aigle et de faucon, là où cet oiseau se poserait, s'installerait le peuple hongrois. Et alors, cette tribu initiale, évidemment, se sont installées dans cette Pannonie qui allait devenir la Hongrie. Et c'est un peuple de longue mémoire, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, c'est un peuple qui est chrétien et qui a résisté aux Ottomans.
Et au sein de la double monarchie, il a affirmé sa personnalité. Alors on voudrait qu'à Bruxelles, ils comprennent un petit peu ça. Non, ils ne comprennent pas, ils comprennent mal. Ils ont 15 siècles derrière eux, les Hongrois, comme nous-mêmes d'ailleurs. Mais eux, les pauvres Européens, ils ont juste la naissance de l'Europe qui est quand même pas très très ancienne. Je vous ai dit tout à l'heure que l'esprit du parti était national-catholique, on peut bien dire ça, c'est un parti, le Fidesz, Viktor Orban. Ça doit être ça qui fait blocage. Alors oui, sans aucun doute, il faut se rappeler, vous avez cité la Pologne, quand même, une grande figure de la Pologne, c'est le cardinal Wyszynski, et une autre grande figure dans la résistance hongroise, c'est le cardinal Mindszenty. Hein, bon, et puis bon, on connaît la geste de Jean-Paul II en Pologne, évidemment, il est adulé. Et donc, ça s'inscrit, si vous voulez, et puis alors la Hongrie et la Pologne ne sont pas seules, puisque vous avez la Slovaquie et la Tchéquie, la République tchèque, qui forment AE4, c'est 4 républiques forment ce qu'on appelle le groupe de Visegrad, et qui est comment dirais-je, un hérisson pour les gens de Bruxelles. Dans la poche Tout à fait, dans la poche de M. Juncker, entre autres. Et donc, c'est une résistance, c'est un front de résistance traditionnaliste, où ces gens-là, d'abord, la Hongrie, c'est un pays quand même du bien manger et du bien vivre. On l'appelait à l'époque de l'occupation... Du bien danser. Vous avez tout à fait raison. À l'époque de l'occupation soviétique, on l'appelait la baraque la plus gaie du camp. Oui. Du camp du pacte de Varsovie. Parce que c'était quand même une baraque, puisque les Soviétiques étaient là. Les Soviétiques étaient là. C'était un camp. Il y a eu un personnage controversé, János Kadar, qui a été le collaborateur évidemment des Soviétiques, qui a même été un traître à l'époque de la révolution de Budapest, puisqu'il a ourdi une sorte de traquenard où sont tombés Nagy et le colonel Maletard. Mais bon, cet homme-là a été un pragmatique. Il a essayé de négocier avec l'occupant soviétique un mieux-être pour les Hongrois. Jamais la paysannerie n'a été nationalisée. Il n'y avait pas de kolkhoz en Hongrie. Bon, et pourquoi ils ont eu peur des paysans hongrois? Écoutez, les Russes, les Soviétiques, à l'époque, ce qui les intéressait, c'est d'avoir la paix à l'intérieur de leur camp. Donc, ils ont lâché plus ou moins de l'Est dans certains États. Regardez, avec la Roumanie, ils ont laissé Ceausescu mener une sorte de politique étrangère un peu indépendante, sous réserve qu'on applique, j'allais dire, entre guillemets, le stalinisme implacable à l'intérieur. Là, ils ont laissé jouer... on appelait ça le socialisme à la goulash, hein, bon, par référence au plan national hongrois. Donc c'est un pays très, très curieux, 10 millions d'habitants. Ce peuple-là n'était pas foncièrement hostile aux migrants au départ, mais la façon dont se sont comportés les musulmans en arrivant notamment à la gare de Budapest. Ces gens qui ont jeté des packs de bouteilles d'eau minérale par terre, qui ont déféqué dans le quartier de la gare, qui, sous prétexte de trouver une croix rouge sur des colis alimentaires, ne les consommaient pas ou les jetaient, ça, si vous voulez, avec les moyens modernes de communication, ça a révolté les Hongrois. Ça a révolté les Hongrois. Et alors là, au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, ils sont implacables. Et le Jobbik est un parti encore plus dur que le Fidesz et fournit des hommes pour patrouiller le long de la barrière grillagée qui sépare la Hongrie, notamment de la Serbie. Et j'ai pas terminé tout à l'heure l'histoire de la Pologne. Donc le 7 octobre, les Polonais ont fait une chaîne tout autour de leur pays pour réciter le rosaire. C'est quand même un symbole extraordinaire. Il faudrait tout de même que, encore une fois, les fonctionnaires européens se rendent compte qu'un certain nombre de peuples ne sont pas décidés à renoncer à leur identité chrétienne. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On peut croire au ciel ou croire à la terre, peu importe. Le christianisme est une matrice pour l'ensemble des pays européens et effectivement, c'est l'un des marqueurs de notre civilisation. Bien sûr. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a encore là, récemment, un député hongrois qui appelle à prier le rosaire. Alors lui, pour se battre contre George Soros, qu'il appelle tranquillement l'envoyé de Satan. Là, c'est inouï comme événement. Je ne sais pas. Alors, qui est Soros? Soros, c'est un personnage douteux.
hongrois, d'origine hongroise, juive hongroise, oui, juive hongroise, qui vit aux États-Unis, qui est l'archétype, le prototype même du capitaliste apatride, et qui lance ses chercheuses et ses billes un peu partout, et qui cherche à déstabiliser justement des pays comme la Hongrie, parce que et qui finance, et qui finance bien sûr. Il y a toute une polémique au sujet d'une université à Budapest où le gouvernement hongrois a voulu évidemment mettre plus ou moins la main dessus parce que c'était financé par Soros, et évidemment il y a un conflit, et l'Europe s'est emparée de ce conflit en disant que la Pologne comme la Hongrie évidemment ne respectait pas les droits de l'homme, etc., etc., etc. On connaît cette musique. Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est-à-dire que le plan de l'Europe, c'est de favoriser absolument partout l'avortement, le mariage homosexuel, la théorie du genre. C'est tout de même le plan européen et le plan de M. Soros qui finance toute organisation favorisant subversive, tout à fait, ces activités. Et quand on s'y oppose, alors on est très très méchant, très vilain, très réactionnaire, bien sûr, voire fasciste, voire nazi. Carrément. Il faut bien quand même dire le nom. C'est l'équation habituelle. Alors, ces Hongrois, ils ont quand même un pouvoir de réaction qui étonne, qui, je dois dire aussi, répand un sentiment d'espérance en Europe. On se dit, mais alors ils peuvent, c'est possible, puisqu'ils résistent. Oui, c'est possible, il y a une capacité de résistance. Et rappelez-vous la capacité incroyable de résistance des États baltes. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de chaînes pour le rosaire en Pologne. Eh bien, avant que les pays baltes recouvrent leur indépendance au moment de la mort de l'Union soviétique, il y a eu une chaîne humaine entre la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, du nord au sud de cette Baltique. Les peuples de ces gens-là se donnaient la main et ont fait une chaîne humaine pour résister à l'occupation soviétique et pour réclamer l'indépendance qu'ils ont finalement obtenue. Bien, je crois que cette capacité de résilience, cette capacité de résistance de tous ces pays-là d'Europe de l'Est, eh bien, c'est un salut. Je crois que c'est un signal qui est envoyé aux démocraties occidentales pour leur dire attention. Attention, vous êtes en train de pourrir sur pied, et regardez, nous avons une capacité de rester droit dans nos bottes, d'être nous-mêmes, de vivre nos traditions tout en étant ouverts à la modernité, bien entendu. Alors, il faut dire que ces gens-là, ces peuples-là ont connu de telles horreurs. Ils ont connu l'occupation soviétique, et là encore, nos contemporains ont complètement oublié, ils ont zappé. D'abord, on ne leur en a pas parlé, puisque le communisme, c'était l'avenir de l'homme. Donc, on ne leur a pas montré les 100 millions de morts et les situations effroyables que ce communisme entraînait. Et les Européens, enfin l'Europe de l'Ouest, l'extrême Ouest, ne comprend pas que ces gens ont des volontés forgées dans l'épreuve. Et qu'une volonté forgée dans l'épreuve, ce n'est pas l'Europe et Bruxelles qui pourra les faire... c'est présomptueux. Ils sont complètement présomptueux, les pauvres. D'imaginer que oui, moi je pense ces gens qui ont subi le communisme ne vont pas résister à Bruxelles. Bien sûr. Moi je pense que c'est un espoir, c'est un signal, je le disais à l'instant, vous l'avez souligné, c'est un signal adressé aux pays d'Occident. Et le groupe de Visegrad, faisons de la politique fiction brièvement, si les choses empirent, si la situation devient intenable entre le gouvernement polonais du PiS, parti au pouvoir, et les Hongrois, qui sont côte à côte, qui sont soudés, et avec Bruxelles. Bien écoutez, le groupe de Visegrad peut faire jouer beaucoup d'arguments dans les traités européens. Ils ont toujours un pouvoir de veto. Je sais que Bruxelles, la Commission voudrait les pénaliser pour leur refus de la politique migratoire. Mais je pense que là, ils sont en train de donner un signal. Et regardez ce qui s'est passé curieusement en Allemagne. Madame Merkel, Mutti, n'est-ce pas, la mère de l'Allemagne, entre parenthèses, une femme qui est peut-être la mère de l'Allemagne mais qui n'a pas d'enfant. Cette femme-là, au lieu d'encourager la natalité en Allemagne et d'avoir une politique de familiale, elle a accepté dans un premier temps 1 million d'immigrés avec toutes les conséquences fâcheuses que l'on voit. Et là,
à l'occasion, n'est-ce pas, de cette victoire, entre guillemets, de l'AfD, l'alternative pour l'Allemagne, elle s'est rendue compte, sous la pression de ses alliés de la CSU bavaroise, parti chrétien, entre parenthèses, qu'il fallait mettre un petit peu d'eau dans son schnapps. Et elle a dit que, bon, bah, on va accepter seulement 200 000 étrangers par an, ce qui est encore colossal, parce que ça fait 1 million de personnes en 5 ans, plus le million qu'elle a. Or, les Hongrois n'en veulent pas, la Pologne n'en veut pas. Je suis allé en Hongrie avec mon épouse, là, il y a quelque temps, nous sommes allés en Pologne. Je ne vous cacherai pas qu'on est quand même stupéfait quand on arrive à l'aéroport soit de Budapest, soit de Varsovie. Ça nous change complètement d'Orly ou de Roissy, car le paysage humain n'est pas le même. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et alors, on va terminer sur cette belle ville de Budapest, que je ne connais pas encore, mais j'en rêve. Je vous souhaite d'y aller. Qu'est-ce que vous écrivez, vous intitulez votre chapitre sur Budapest, et au milieu coule une rivière. Large rivière, quand même. Large rivière, le fleuve. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Budapest? Alors, c'est pas le beau Danube bleu quand même, parce que les eaux ne sont pas bleues, mais c'est une ville qui a la topographie, une topographie identique à Prague. Oui. C'est-à-dire qu'il y a la ville basse et la colline. Et vous avez des monuments remarquables, notamment le Parlement, qui est une sorte de Westminster à la sauce goulash, je vais dire, gigantesque bâtiment. Vous avez des ponts qui relient les deux rives, Buda et Pest. Vous avez un quartier on se croirait sur des grands boulevards parisiens, à quelque chose près. C'est très agréable. L'été surtout, il y a des guinguettes et on peut manger en plein air. Nous avions un jour eu l'occasion de déjeuner en plein air et nous étions en face de la maison de la musique et on entendait évidemment s'échapper par les fenêtres les flonflons ou des morceaux de musique classique. C'est très agréable. On peut faire une croisière, bien entendu, nocturne sur le Danube et effectivement tous les ponts sont éclairés, les monuments sont éclairés, comme le sont bien entendu les nôtres sur les rives de Seine. C'est un pays où, malgré un triste fait divers qui avait frappé l'une de nos compatriotes il y a quelques années, c'est un pays sûr. C'est un pays où on peut se promener en toute sécurité, ce qui n'est plus le cas dans beaucoup de nos quartiers, hélas. Merci beaucoup Jean-Claude Rollinat pour ce beau voyage en Hongrie, Sentinelle de l'Europe, publié aux éditions de Synthèse Nationale. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Amis de TV Liberté, à très vite. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin un comédien, Laurent Studer. Bonjour Laurent. Bonjour Anne. Que vous connaissez, vous l'avez déjà écouté et vu. Et il va nous parler d'un sujet tout à fait neuf, qu'on n'a jamais abordé, mais que l'on écoute toujours avec plaisir, c'est La Fontaine. Puisque, Laurent, vous préparez un spectacle sur La Fontaine, des Fables de La Fontaine, le samedi 25 novembre, à l'espace Arara, 11 rue Martin-Bernard, dans le 13e. Il y a un métro à côté? C'est Place d'Italie. Place d'Italie, très bien. Ah, donc c'est tout près d'ici. Oui, oui. Donc samedi 25 novembre, espace Arara, 14h30. Participation aux frais 9 €, donc on peut y venir, et les enfants 4 €. Oui, tout à fait. Alors, comment êtes-vous, j'ai envie de dire, tombé raide dingue amoureux de La Fontaine? Ça s'est fait en... Il y a eu d'abord un petit accident, je me suis blessé à la main et je ne pouvais plus faire mon métier de violoniste. Et j'ai dû annuler en fait une vingtaine de cachets sur l'année. Alors comme je suis intermittent du spectacle, j'étais bien embêté. Et donc j'ai commencé à avoir des idées de faire des petits spectacles dans les écoles ou des marionnettes, quelque chose. Et finalement, j'ai commencé à lire les Fables de La Fontaine. Et comme je connaissais très mal le corbeau et le renard, très mal la cigale et la fourmi, pas possible et tout ça, j'ai insisté. Et à la fin du mois j'en avais 4. Et donc j'ai fait une petite publicité sur les écoles. Et j'ai dit que j'avais un spectacle pour le mois d'avril. Et le lendemain, je reçois un coup de téléphone d'une directrice
qui me dit, ben, d'accord, justement, je fais apprendre les fables à mes enfants. Et donc, moi, c'était parti. Donc, je commence à faire le décor, et je me suis retrouvé avec une petite dizaine de fables, les plus connues. Donc, et puis alors après, je suis commencé à force de répéter les fables, à les aimer vraiment. Et après, maintenant, j'en suis à une vingtaine, quoi. Voilà. C'est une vraie passion. Alors, vous nous dites que ce qui est le plus connu finalement dans ces fables, le mot qui vient toujours quand on parle des fables, c'est la morale. Mais vous avez une explication particulière sur ce mot morale. Alors, la morale de La Fontaine, c'est vraiment... c'est des conseils, c'est des légers conseils de vie. Oui. Voilà, il n'y a aucune notion de bannir ou de... Non, c'est des conseils amicaux et en toute clairvoyance. Comme par exemple l'ours et les deux compagnons, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà, c'est des conseils de bon sens, commerciaux, ou alors de la vie de tous les jours. Hein. Le loup et l'agneau, le loup l'emporte et puis il le mange, sans autre forme de procès. C'est pas une morale. C'est la raison du plus fort est toujours la meilleure. La réalité, la loi du plus fort est toujours la meilleure. La meilleure, oui. C'est ça, c'est la magie La Fontaine. J'ai envie de dire, jeune fille ou jeune femme, ne rentrez pas dans la chambre d'un réalisateur où il vous en cuira. Elles n'avaient sans doute pas lu La Fontaine. Voilà, comme la poule aux œufs d'or. Voilà. Mais vous parliez de sens différents dans l'époque où l'on utilise La Fontaine. C'est vrai que, par exemple, j'ai un livre des fables de La Fontaine de mon grand-père, qui était prof de français, donc dans les années 30. Oui. Et le mot moraliste, c'est un pied de nez quand même à toute cette période anticléricale, c'est pour faire l'opposition à l'Église catholique, de la morale de l'Église catholique. En fait, c'est pour faire un parallèle, un contre-feu. Voilà. C'est remplacer la morale catholique par la morale de La Fontaine. Voilà. Oui, ce qui est idiot parce qu'il ne savait pas que La Fontaine était en réalité un grand chrétien, qu'il est mort, en portant quel est le mot ? Le cilice, c'est ça? Oui, sous ses vêtements. Et tout cela a été très très joliment raconté par Gilles de Bec de Lièvre dans un livre qui s'appelle La Fontaine, ultime confession. Les 6 dernières semaines de sa vie, La Fontaine s'est confessé. Et ça a duré 6 semaines. Et il meurt dans un état de catholicité, enfin de fidélité au Christ tout à fait remarquable. Et vous me disiez en entrant, ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait séjourné, il voulait être prêtre au début de sa vie. Il a voulu séjourner dans un oui, il est séminaire. Venu rue Saint-Honoré, chez les oratoriens, et il est resté 1 an. Et donc il voulait être rentré dans la prêtrise, et c'est son père qui n'a pas voulu, et il l'a bien fait quelque part, parce qu'il avait une vie un peu libre, comme on dirait. Et donc il est sorti, mais il a été complètement baigné de tout ça. Et il avait son grand ami Maucroix, qui lui était chanoine, qui s'est occupé d'éducation de son enfant, qui s'appelait Charles. Et aussi à ce moment-là, à cette époque-là, il y avait le monde sacré et le monde profane. Donc le monde sacré, c'était tout ce qui est sacré. Et le monde profane, en fait, il était même sacré. C'était laïque. Profane, ça veut dire laïque. Laïque, au départ, c'est ce qui n'est pas ordonné. Voilà. Ce qui n'a pas un rôle dans l'Église. Dans le clergé, exactement. Mais tout est sacré en ce temps-là. Sacré. Et quand on lit les fables de La Fontaine, en fait, on est baigné par c'est un miracle, en fait. C'est une langue qui redresse, qui réapprend à parler. Et c'est pour ça qu'elle est fondatrice. Et c'est vraiment une langue française, véritablement.
et on se nourrit comme de la prière, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a un effet qui bonifie. Et tous les animaux, que ce soit même le corbeau, il est beau le corbeau quand on le regarde. Comment expliquez-vous, Laurence Tuder, que les enfants, moi j'ai été enseignante pendant quelques années, et je l'ai vu avec mon fils, les fables de La Fontaine, alors qu'elles sont dures, qu'elles ont un vocabulaire extrêmement sophistiqué, des structures grammaticales, celles du XVIIe siècle, très sophistiquées elles aussi. Donc c'est un apprentissage difficile. Eh bien, cela marche, les enfants s'épanouissent en disant une fable de La Fontaine. Alors, c'est oui et non. C'est oui et non. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans la fable. Voilà. Dès qu'on rentre dans la fable, effectivement, il y a un effet. Avec les enfants, évidemment, c'est salutaire, c'est sûr, c'est salutaire. Et ça épanouit. Mais le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui n'est pas sacré. Maintenant, on désacralise, à force de tout désacraliser. Quand on est en face ou de l'Évangile ou des fables de La Fontaine, c'est très difficile de rentrer dedans. Mais alors qu'il y a une double lecture, comme l'un pour l'autre, il y a une lecture pour les enfants, et cette même lecture est nourricière en tant qu'adulte. La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure. Ça, c'est la magie qui va pour les enfants et pour les adultes. Et c'est très fluide. Il y a aussi la magie du vers et de la rime qui est extrêmement puissante. On a complètement oublié ça avec le vers libre, avec la parole complètement lâchée, déchaînée. Mais en fait, c'est pure musique. Oui, c'est de la... On va vous entendre ? Oui. Et on va vous écouter. Bien sûr. Laurent, alors dire le chêne... Le chêne et le roseau. roseau. Alors bon, je vais dire toute petite chose, parce que le chêne et le roseau, elle est d'actualité, parce que c'est l'orgueil, c'est le chêne, il dit au roseau, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Il a un a priori sur le roseau. Et le roseau aussi, il dit, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Le monde, il est comme ça. Voilà, tout le monde dit des a priori, tout ça. Donc, alors le chêne et le roseau. Le chêne, un jour, dit au roseau, « Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet, pour vous, est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant, que mon front aux cocasses pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est acquillon, tout me semble zéphyr. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourut avec furie le plus terrible des enfants que le nord eût porté jusqu'à là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Merci. Merci beaucoup, Laurent. On ne s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas et on pense. Alors, il y a quelques fables dont je ne me souviens pas de l'histoire, notamment Le renard et le bouc. Alors, Le renard et le bouc, c'est très amusant. C'est le renard qui a un ami, c'est le bouc. Oui. Qui est un peu bêta, il est un peu bêta. Et en fait, ils marchent tous les deux, ils ont soif. Et ils descendent dans un puits. Et le renard, à la fin, une fois qu'ils ont bien bu, il dit, il faut sortir, il faut sortir d'ici. Il dit, lève tes pieds et tes cornes, mets-les contre le mur, hop. Et puis le renard, il sort. Ouais.
Et puis, Et le il bouc. laisse son compagnon parce que le renard, il a des choses à faire, il part. Voilà. Et à la fin, il faut considérer toute chose. En toute chose, il faut considérer la fin. Voilà. En toute chose, il faut considérer la fin. C'est-à-dire qu'en même temps, il faut prévoir la sortie, anticiper, mais c'est dit aussi dans une belle musique. Oui. Et les obsèques de la lionne, qu'est-ce qui se passe avec les obsèques de la lionne? Alors, les obsèques de la lionne, alors ça fait partie de ces fables de La Fontaine qui sont transcendantales. Voilà, c'est comme les animaux de la peste, les obsèques de la lionne. Alors évidemment, il y a la lionne qui meurt, et donc il y a les obsèques. Donc tout est organisé, voilà, et on s'aperçoit que tout le monde doit être à sa place, tout le monde est jugé, voilà. Et tout le monde est en situation de tristesse, et le cerf ne pleure pas. Il pleure pas. Et il y a un flatteur, l'Aladir, et soutint qu'il l'avait vu rire. Donc il rit à l'enterrement. Donc le roi, il devient dans une fureur épouvantable, et il le bannit, il le désacralise. Et en fait, il arrive à s'en sortir, le cerf. Il lui raconte une fable, et ça termine amusez les rois par des songes, flattez-les, payez-les d'agréables mensonges. Quelque indignation dont leur cœur soit rempli, ils goberont la pas, vous serez leurs amis. Voilà, c'est être les amis des puissants. Voilà. Et le cerf, il arrive finalement à calmer, parce qu'il a ri, il est condamné. C'est très amusant ce que vous dites, parce que je pense à deux scènes importantes. Je crois que c'est l'une scène en Russie soviétique et l'autre en Corée. Des officiers, un officier épuisé se met à dormir pendant le discours qui dure 3 heures, oui. Et il est banni immédiatement parce qu'il n'a pas manifesté l'intérêt le plus grand au discours d'un chef politique. Et la même chose en Corée. Ah oui. Donc c'est des exemples que le rire, que l'actualité nous donne. Et là aujourd'hui, que le rire peut être un signe de rébellion. C'est quelque chose. C'est exactement ça. Bien sûr. Les animaux, les obsèques de la... Le chat et le renard? Alors, le chat, elle est absolument magnifique. Bon, ils ont la même taille, hein, c'est deux frères. Et le chat et le renard. Le chat et le renard, comme bons petits saints, s'en allaient en pèlerinage. C'étaient 2 vrais tartuffes, 2 archipatelins, 2 francs-pattes pelus, qui des frais du voyage, croquant maintes volailles, excroquant maintes fromages, s'indemnisaient à qui mieux. Le chemin était long et le partant ennuyeux. Pour l'accourcir, ils disputèrent. La dispute est d'un grand secours. Sans elle, on dormirait toujours. Voilà, j'arrête là. La dispute est un grand secours. La dispute, mais tout le monde se dispute. Voilà, la dispute est d'un grand secours. Donc il faut aller vous voir samedi 25 novembre à l'espace Harara l'après-midi, et l'adresse va s'inscrire. J'ai envie de rappeler aussi le 2e livre de Gilles de Bec-de-Lièvre, qui est une conversation à bâton rompu entre La Fontaine et Molière. Et c'était une très très jolie idée. Il se trouve que les deux ont été découverts et lancés par Fouquet. Oui. Et La Fontaine, dans l'affreuse disgrâce qu'a connue Fouquet, La Fontaine est resté fidèle à Fouquet, oui, en lui écrivant, en essayant de soutenir la cause de Fouquet devant le roi. Mais Molière, qui lui n'était pas solitaire, ou avait une troupe à faire vivre et des enfants à nourrir, lui, bien, il a obéi au roi et il n'a pas soutenu le pauvre Fouquet. oui. Et alors, ce sont les reproches de l'un à l'autre, et c'est très intelligent, c'est très brillant. Et ces 2 livres de Gilles Bec-de-Lièvre sont publiés chez Télémaque.
Eh bien, merci beaucoup, Laurent, de nous avoir invités à ce spectacle. C'est magnifique de vous entendre. Merci. Je voulais remercier et signifier aux téléspectateurs qu'il y a un très beau conte lu par Caroline Gilly dans mon émission « Il était une fois ». Et vous pouvez mettre vos enfants devant ce conte. Je crois que c'est sur Perles de Culture. Vous pouvez mettre vos enfants devant ce conte. Et ce conte du petit ménétrier a beaucoup de charme. Et Caroline Gilly, qui a créé une société qui s'appelle La Vicomté, avec ce joli jeu de mots, est vraiment une très bonne conteuse. Et nous remercions Brigitte Lundy de nous avoir offert ce moment dans cette émission qu'on a appelée « Il était une fois ». Merci beaucoup, Laurence Duder, et à bien bientôt pour une autre émission. Merci de m'avoir invité. Au revoir, chers amis de TV Liberté.